Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM. Merci de nous choisir pour vous informer. À la une ce soir, les propriétaires des appartements démolis au Mariste sur le point d'être expulsés de leur nouveau logement. L'État qui les a relogés n'a pas payé depuis des mois. Constitués en collectif, ils veulent des négociations pour fixer le montant des indemnisations. L'inspection d'académie de Dakar tente de rassurer les élèves du lycée Talibou Dabo. Le nouveau local choisi hors du centre sera accessible dès la prochaine rentrée. Les élèves à mobilité réduite se sont opposés au projet. Nos reporters se sont rendus sur le site pour vérifier tout cela. Des éleveurs à Dakar inquiets quant à l'avenir de leurs activités. La raison, le manque d'espace de plus en plus sérieux. Certains éleveurs se contentent de leurs maisons, souvent trop petites, pour accueillir les bêtes. Sport, athlétisme, avec les championnats nationaux 2021, de jeunes athlètes se sont fait remarquer avec de bons records. Ils en ont profité pour demander plus de soutien de la part de la fédération. Bienvenue à tous. Les propriétaires des immeubles démolis au Mariste avaient été relogés dans des appartements par l'État. Eh bien, ils risquent d'être expulsés pour cause d'arriérés de paiement. En conférence de presse, le collectif soupçonne l'État de vouloir confisquer le site et de décider seul d'une indemnisation. Al-Hassan Ba et Amadou Ba ont assisté à la rencontre. C'est une histoire qui n'a que trop duré pour ces pères de famille. Ils disent en avoir assez. La nouveauté dans ce dossier, les échos d'une indemnisation forcée selon eux. Comment donc, aujourd'hui, après plus de 20 ans et de dur labeur, de crédit à la BHS, avec des intérêts exorbitants, on lui dit aujourd'hui qu'on nous donne une trentaine de millions. Est-ce qu'on pourra avoir un jour un toit? Étant entendu que on est à la retraite, donc ce qui était possible de faire il y a 10, 15, 20 ans, on n'est plus en force de le faire, c'est pas possible. Une expropriation qui ne se justifie pas. Et ils soupçonnent l'État de vouloir leur retirer leur propriété pour d'autres fins. Mais l'État l'a déjà pris. Vous voyez le mur? Vous voyez le mur? Ils ont miré. Ils nous interdisent même de faire des points de presse ou des rencontres à l'intérieur. Ils se disent ouverts à des discussions, une renégociation du protocole d'accord. Il faudrait que l'État accepte de s'asseoir avec les copropriétaires Pour renégocier le protocole. Maintenant, si des gens veulent partir, mais il n'y a pas de problème, ils partiront. Mais ils auraient accepté au moins ce qu'on leur donne comme indemnisation. Mais on ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire le président de la République a dit partez. De propriétaires à locataires, certains sont menacés d'expulsion faute de paiement et c'est l'État qui devait le faire. Ils estiment que l'État foule aux pieds le protocole signé. Plusieurs pères de famille sont menacés d'expulsion aujourd'hui. Man mi ci la bok, man sama bok. Ci ñi ñu menacés d'expulsion ci la bok. L'usine Keur Momar Sarr 3 a été inaugurée par le chef de l'État, un ouvrage d'une capacité de 200 000 mètres cubes d'eau par jour. L'usine va contribuer à améliorer l'approvisionnement en eau de Dakar, Thiès et d'autres localités. L'infrastructure a coûté 274 milliards de francs CFA. Ousseynou Diop et Habib Seck. De KMS 3, construite après 3 ans de travaux, a été inaugurée ce samedi par le chef de l'État Macky Sall. La production journalière de l'usine va permettre au Sénégal de tripler sa production d'eau par jour. C'est une infrastructure qui vient tripler la capacité de production installée. Pour rappel, la capacité de production installée pour la région de Dakar était à peu près de 250 000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, grâce aux actions du chef de l'État, nous avons une capacité de 600 000 mètres cubes jour. Avec le démarrage de la production d'eau de KM3 en avril 2021, la production nationale est désormais stable. Du coup, elle va permettre de résorber les déficits en eau potable dans la capitale sénégalaise. La problématique de la production est réglée pour encore plusieurs années pour Dakar et ses environs. Il nous reste bien entendu, malgré que beaucoup de quartiers qui jadis avaient des difficultés dans leur approvisionnement, aujourd'hui se voient vraiment un peu plus confortables. KMS3 va résoudre définitivement le problème d'eau dans beaucoup de régions. Tout cela avec un investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA.
Une réussite totale dans les estimations qui a permis d'augmenter la pression d'eau. Il est également constaté beaucoup de fuites sur le réseau structurant dû essentiellement par la forte pression de l'eau. Ce qui est normal, ce qui également constitue un succès. KMS 3 est l'une des plus grandes infrastructures hydrauliques de l'Afrique de l'Ouest. 274 milliards de francs CFA, c'est le coût global investi dans cette usine. Il faut juste rappeler que depuis le démarrage en avril 2021, 50% de la production de Dakar est assurée. Merci Ousseynou Diop. Parlons à présent du projet de délocalisation du lycée de Talibou Dabo. Le nouvel établissement sera accessible pour les élèves handicapés dès la prochaine rentrée, selon l'inspectrice d'académie de Dakar. Les élèves avaient manifesté la semaine dernière pour protester contre le projet, le site étant inaccessible pour ces apprenants à mobilité réduite. Et nos équipes ont fait le même constat sur place. Le reportage de Chérif Dia et Diafaraba. Chérif Diop plutôt. Sur un effectif de 693, ils sont 43 élèves handicapés à emprunter ce parcours chaotique pour rejoindre le lycée. Un calvaire qui se poursuit au sein même de l'établissement. Sans la solidarité entre élèves, la vie scolaire serait beaucoup plus difficile pour les élèves en situation de handicap. Les conditions ici sont un peu difficiles. Nos camarades nous aident pour aller aux toilettes et ça c'est un peu difficile. Nos parents ici nous amènent ici jusqu'à ici et nous déposent. C'est au mois de janvier que le lycée a ouvert ses portes aux élèves. Les autorités ont pris cette décision après avoir constaté des effectifs de plus en plus pléthoriques dans les établissements de Grand Yoff. Cette année, l'IF en tout cas, avait une capacité d'accueil de 700 et quelques élèves pour les élèves qui ont réussi le BFM. Alors qu'il y avait 2000 et quelques élèves à orienter. Et du coup, on s'est trouvé avec des lycées qui avaient par classe 100 et 100 quelques élèves, des élèves qui étaient à 4. Alors, puisque le lycée était pratiquement achevé, les salles étaient fonctionnelles, on a décidé de venir pour aider à désengorger un peu les autres lycées. Le nouveau lycée Talibou Dabo est construit dans le cadre du budget consolidé d'investissement, mais les travaux ne sont pas entièrement exécutés. Pour permettre aux élèves handicapés d'étudier et de circuler sans entrave dans le lycée, l'inspection d'académie s'est engagée pour la mise à niveau dès la prochaine rentrée. Le lycée ne peut pas accueillir, comme tel, ne peut pas accueillir les élèves en situation de handicap. Je ne me suis pas occupée de est-ce que dans le cadre du BCI, l'entreprise va terminer ou non. J'ai commencé déjà, moi, à chercher des partenaires pour mettre le lycée aux normes. D'ici le mois d'octobre, je vais me battre pour que vous ayez un lycée aux normes. Un lycée qui peut vous accueillir, et où vous allez être à l'aise pour étudier. Parce qu'en réalité, c'est ça notre mission. De meilleures conditions d'apprentissage et de mobilité, c'est tout ce que réclament ces élèves handicapés comme Mahouredia, qui se voit déjà futur avocat ou architecte. Plus tard, que vous voulez travailler dans quel domaine? Avocat ou architecte, etc. Et on l'espère bien pour lui. Les 300 étudiants de la 7e promotion de la faculté des sciences juridiques ont reçu leur parchemin. La cérémonie de remise des diplômes a été riche en discours, notamment ceux des parrains. Maître Bassirou Ngom Boun Khatab Silla et la marraine, la professeure Amsatou Sow Sidibé, n'ont pas manqué de donner des conseils aux nouveaux diplômés. Pafaraning Mohamed Dieng. En recevant le parchemin, ils ont aussi reçu des conseils de la marraine, une lettre pour les accompagner dans leur nouvelle vie. Alors quand arrive la solitude de la prise de décision, pensez à Dieu, à votre honneur, à votre dignité. Et prenez la décision la plus juste possible pour avoir la conscience tranquille, pour vivre libre et en paix. La dignité et le respect du droit doivent être leurs lignes directrices pour réussir leur mission. Qui auront demain à avoir des responsabilités. On aura des juges, on aura des avocats,
On aura peut-être des ministres, même au président de la République, parce que le président de la République vient de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça, c'est un signal, c'est un modèle qu'il faut copier. Je demande aux jeunes de copier ces modèles-là. C'est vrai, mais il faut avoir une certaine attitude. Il faut être poli, il faut être humble, il faut avoir l'amour de la patrie. Il faut refuser qu'on nous divertisse. Très enthousiastes, les récipiendaires comptent appliquer à la lettre tous ces conseils. On ne peut que suivre ces conseils, ça ne sera que bénéfique pour nous. Honoré, c'est l'aboutissement des années de dur labeur. Franchement, la famille est là, les camarades de promotion, on est très contents et très fiers surtout. Un grand théâtre transformé en amphithéâtre avec des cours magistraux, des différents orateurs qui ont étalé leur savoir-faire devant les récipiendaires de la 7e promotion LMD. Restons dans le domaine de l'enseignement. Les mariages précoces freinent le maintien des filles à l'école. C'est connu, des localités sont plus touchées que d'autres. C'est le cas de la commune de Déali à Linguère. Des acteurs de l'éducation s'en sont plaints lors d'une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de la localité. Mohamedou Moustapha Ndiaye. Au département de Linguère, les mariages précoces sont fréquents. En marge d'une cérémonie de remise de prix organisée à Déali, les différents acteurs ont sensibilisé sur ce phénomène qui freine le maintien des filles à l'école. Une élève de CM2 qui a un très bon niveau. On a remarqué à quelques... Pour dire que sa place est au foyer, elle doit aller se marier, rejoindre son domicile conjugal. Nous rencontrons ces cas de figure ici à Déali, qui est une situation que nous regrettons vraiment. Nous avons nos parents alpulaar qui marient les enfants dès le bas âge. Un enfant de CI il vient ici, on dit que l'enfant est déjà marié. Rien. Et entre nous aussi, quand vous amenez entre guillemets l'homme rural, quand vous l'amenez à la gendarmerie, vous avez presque tout gâté. Donc inutile, donc on négocie quand même, bon, de sorte que on sensibilise les parents, on leur rappelle les droits des enfants, mais quand même cette tendance est à la baisse. Cette rencontre a été un prétexte pour inviter les élèves à un meilleur respect de leurs enseignants qui subissent souvent des violences. Il faut un retour au civisme. Il faut une rééducation de base de nos enfants. Et ça, j'interpelle tous les parents d'élèves. Tous les acteurs sont interpellés. Il nous faut un retour à la source. Je l'ai mentionné, nous avons eu la chance de faire l'école coranique. Ça a été une bonne base pour notre éducation. Et j'exhorte les parents à revenir à ça. Il faut une base pour nos enfants et on ne peut pas avoir une meilleure solution que de mettre nos enfants à l'école coranique avant de fréquenter l'école française. La fête d'excellence organisée à l'école élémentaire Manyang Salanyang de Déali a permis de primer une 50aine d'élèves. Retour à Dakar, la première phase de la zone d'aménagement et de recasement des artisans sera bouclée le mois d'août prochain. L'annonce est du ministre de l'Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, en visite de chantier à Diamniadio. Toutefois, des organisations professionnelles jugent très peu le nombre de locaux. Le reportage de Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Sur 60 hectares, les travaux de la zone d'aménagement et de recasement des mécaniciens situés à Ndokhourepel 2 avancent. En visite sur les lieux, le ministre de l'Artisanat annonce l'inauguration de la première phase au mois d'août. Ensemble, nous allons essayer d'accélérer encore un peu la cadence parce que l'hivernage se rapproche, les demandes et les doléances sont là et j'espère que l'entreprise fera encore des efforts supplémentaires pour aller encore plus vite. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est ce que nous demandons parce que c'est la situation qui est là, c'est la situation qui le demande. Et j'espère que très rapidement, nous pourrons au moins inaugurer durant le mois d'août la première phase. Même s'ils se réjouissent de l'exécution de ce projet de 7 milliards, les membres du cadre des organisations professionnelles de l'artisanat du Sénégal plaident pour l'augmentation du nombre d'ateliers. Comme projet de 15 milliards, 5 milliards lañ jotoon a joxe ministre bi ci góorgóorlu ba tegaat nañ ci 2 milliards
8 milliards yi def ñu ñaan le président de la République parce que ñun tam dañu ay njaboot. Nous avons donné 5 milliards et le ministre a fait des efforts pour atteindre 7 milliards. Maintenant, nous demandons au chef de l'État de donner les 8 milliards parce que le coût du projet est 15 milliards. Le nombre d'ateliers doit être revu à la hausse. Les mécaniciens sont nombreux et les déguerpissements se poursuivent. tey nekk na loo xam ne ay milliards yu bari lañ ci def te it lu toll ne liñ ci def ci ay milliards koo faliwul doo ko def ci moom. Ce service, président de la République, la démultiplication de ce projet dans les métropoles d'équilibre comme Mbour, Tamba, Thiès, Saint-Louis est aussi souhaitée. L'expertise locale, consommée locale mise en exergue, c'est à travers un événement dénommé les retrouvailles des grandes marques. Des entrepreneurs de divers secteurs ont présenté leurs produits, mais aussi ont échangé sur les moyens de garantir une résilience dans ce contexte de pandémie. Ndeye Adama Diop, promotrice de l'événement, avec Ibrahima Kane et Alioune Diagne. Un nouveau concept qui a été mis en place par de jeunes entrepreneurs. L'objectif, c'était de regrouper d'autres jeunes entrepreneurs et de nous retrouver autour d'un concept qui est de promouvoir la marque sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons plus de 60 exposants venus de divers horizons, des hommes et des femmes qui sont là, qui ont subi l'impact Covid et qui sont là pour relancer leur activité, s'allier autour d'un sujet qui est un sujet commun, c'est de la structuration des entreprises au Sénégal. Alors aujourd'hui, nous avons de très belles marques qui sont là, des marques assez professionnelles et qui, tant bien que mal, essaient dans leur secteur d'activité de promouvoir la marque sénégalaise, de promouvoir la qualité de service. Et ça, pour nous, c'est des choses hyper importantes dans notre métier. Direction le sud du pays, les pannes récurrentes du bac de Sédhiou en question. Les véhicules sont obligés d'emprunter des voies de contournement et c'est surtout pour l'acheminement des semences, de l'engrais pour la campagne agricole, mais aussi des denrées de première nécessité vers Goudomp. Le pont de Diop Kounda Maka, qui servait de raccourci, est dans un piteux état. Le reportage de Bakary Conté et Khalid Diamé. Tout tombe souvent en panne. Les véhicules sont obligés de faire un grand tour pour rejoindre le département de Goudomp. Une situation que déplorent les populations et réclament la construction des ponts de Sandiniéry et de Témento. Le temps avant de traverser. Ensuite, il y a l'effet du vent. Des fois, quand le vent, la température s'annonce là-bas, il faut attendre jusqu'à tu peux attendre plus d'1 temps avant de pouvoir traverser. Déjà, c'est un véritable casse-tête. Le bac tout est en panne. Actuellement, il est en panne. Je viens de demander le gars, Mané, pour dire est-ce que le bac là, il fonctionne. Il m'a dit non, il ne fonctionne plus. Il peut rester pendant des mois sans travailler. Et ça, vraiment, ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde. Bac bi nga xamantene distance bu ndaw bi nga xamantene bu fekkentene gaal. Le bac de Sédhiou est trop lent. Les pirogues motorisées ne font que 10 minutes pendant les traversées, alors que le bac fait plus d'1 heure. Pire, il y a beaucoup de pannes répétitives. Nous sollicitons auprès du président de la République la construction des ponts de Sandiniéry à hauteur de Bambadjon et la construction du pont de Témento pour complètement désenclaver le département de Goudomp. Département de Goudomp lié ko ak département de Sédhiou. Le barrage de Diop Kounda Maka est dans un état de dégradation très avancé. La route de la rive gauche du fleuve est impraticable. L'honorable député Maïmouna Diallo demande son bitumage. La population du Pakao souffre énormément à cause de cette route qui est impraticable. Depuis 2012, les populations ne cessent de réclamer le bitumage de l'axe Diop Kounda Sandiniéry. Les véhicules ne pouvaient même pas transporter les denrées alimentaires pour les populations du Pakao. Elle sollicite aussi l'installation d'une antenne téléphonique à Diarén et à Djoudoubou. Maïmouna Diallo s'exprimait en marge d'une finale tenue dans la commune de Karantaba. Ndondola, Bombay, des jeunes soucieux du développement de leur localité ont organisé un forum, un cadre pour identifier les problèmes auxquels sont confrontées les populations et y apporter des solutions. Les secteurs les plus fragiles restent la santé et l'éducation. Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye.
Table, une kyrielle de doléances. Elle touche des domaines comme la santé et l'éducation. L'éducation, le problème de la santé, parce que vu la situation peut-être du nombre pléthorique des élèves qu'on rencontre au niveau du lycée d'Ondondol, on nous dit que par exemple le lycée a plus de 2000 élèves et on a problème de locaux. Et voilà, donc c'est part de ce forum qu'on a souligné pas mal de problèmes. Et on va essayer peut-être de trouver des partenaires, des gens qui pourront quand même venir en aide en donnant. À travers un forum qui a regroupé beaucoup de sommités de cette commune rurale, les jeunes ont dit livrer la bonne information sur les réalisations en Ndondol. Parce que ça permet à la population de comprendre toutes les situations. Parce qu'auparavant, on nous disait que par exemple, cette électricité, peut-être c'est celui-là qui l'a amené ou bien celui-là, alors que c'est des gens derrière, par exemple, Azer qui est derrière tout ça. Donc voilà quoi, c'est Azer qui a organisé, c'est Azer qui a amené l'électrification et nous lui en remercions. C'est aujourd'hui qu'on a eu toutes les informations comme quoi que il y avait beaucoup de fausses informations qui passaient et qu'on ne comprenait pas. Pour ce qui est du bitumage de l'axe Ndangalman-Ndondol-Tchadjaï, les travaux vont démarrer sous peu, ont assuré les jeunes de Ndondol. Fête de la Tabaski, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit à la RTSC pour scruter le ciel des éleveurs. Vous en voyez un peu partout ces temps-ci, amateurs comme professionnels. Pour ces derniers, leur avenir est parfois incertain, surtout dans la région de Dakar. La pression foncière pour certains à aménager donc des espaces pousse donc certains à aménager des espaces dans leur propre maison pour préserver leur activité, ce qui n'est pas sans conséquence. Abdoulaye Cissé est allé à la découverte du quotidien difficile de ces éleveurs. Reportage. Sindia, jadis très rural, aujourd'hui très urbanisé avec toutes ces constructions. La conséquence, c'est qu'il y a une activité en péril, l'élevage. Et les éleveurs sont obligés chacun de faire un petit espace pour le bétail, les ovins, dans la concession. On est obligé d'habiter avec le troupeau aujourd'hui. On n'a pas le choix. Chaque bout de terre appartient à quelqu'un. Aujourd'hui, quand vous construisez votre maison, vous êtes obligé d'aménager un coin pour l'élevage. C'est de gros ruminants. Et ce n'est pas sans conséquence. Les accidents domestiques avec le bétail sont fréquents et surtout imprévisibles. Le secteur de l'élevage est vraiment le parent pauvre des politiques publiques. Lui, c'est Aliou Alpha, éleveur de père en fils. Mais il n'est pas sûr de pouvoir laisser son métier en héritage à ses enfants. Sa hantise, les grands projets d'infrastructure très voraces en terre, surtout dans le triangle Dakar, Thiès, Mbour. Le problème avec les projets d'infrastructure, c'est que ce n'est pas fait pour nous. Et cela ne nous offre aucune alternative. Ces projets nous prennent nos terres et nous n'avons pas les formations ou prérequis pour travailler ou collaborer avec ces projets. Nous n'avons plus que la forêt classée et elle est de plus en plus agressée, menacée. L'élevage, un secteur à fort impact et à fort potentiel. Si le discours politique est valorisant pour la filière, il est très peu suivi par les actes. Les éleveurs constatent le fossé entre les promesses du gouvernement et la réalité du quotidien. Sur le programme du président de la République, notamment le PSE, l'élevage occupe une place importante. Dans le discours officiel, l'élevage jouit d'une grande considération. Mais ça s'arrête là. Les actes sont à désespérer. Cela fait des années que nos préoccupations d'hier sont celles d'aujourd'hui et seront certainement celles de demain, sans qu'on ait trouvé de solution. L'avenir de l'élevage s'écrit en pointillé dans cette zone qui est comme le triangle des Bermudes entre Dakar, Thiès, Mbour, qui regroupe le plus grand nombre d'ouvrages et d'infrastructures qui laissent finalement très peu de chance à l'élevage. C'est le reportage d'Abdoulaye Cissé à Sindia dans le département de Mbour. Un mot de politique, le nouveau code électoral devrait permettre d'élire les maires au suffrage universel direct. C'est donc le citoyen qui va choisir. Pour des Sénégalais interrogés, il s'agit d'un acquis démocratique. Le gouvernement a adopté le texte lundi dernier en Conseil des ministres extraordinaire. Le reportage de Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. L'élection des maires actuellement va permettre aux citoyens de choisir eux-mêmes leur élu local, ce qui a l'avantage de refléter leur choix. C'est bien de voter puisqu'il s'agit d'un acte civique, mais c'est encore mieux de voter pour quelqu'un ou un maire connu.
bien identifiés. Jusqu'ici, les maires étaient élus au suffrage universel indirect et parfois l'issue du scrutin final n'agrégère les populations. Moi, je suis en phase avec cet article du nouveau code électoral. C'est plus démocratique et mieux que l'ancien système où on votait pour une liste seulement. L'ancien système n'était pas bon, puisqu'on votait pour des listes, où il revenait après au conseil municipal d'élire le maire à la place des citoyens, ce qui était un paradoxe. Désormais, les maires ne seront redevables que devant les concitoyens, ce qui est interprété comme un progrès démocratique. Si certains maires ne font pas bien leur travail, c'est à cause du mode de scrutin. Ce sont pour la plupart des maires absentéistes qui sont présents dans leur localité qu'en période électorale ou lors d'une visite du président de la République. Nous voulons des maires proches des populations, qui sont là pour le bien des citoyens. Un maire, par exemple, que tout le monde connaît. Les Sénégalais apprécient ce code électoral qui vient régler la fracture entre les élus locaux et les populations. En matière de santé, rehaussé en Chine par le professeur Daouda Ndiaye et 2 de ses homologues, le chef du service de parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et des experts africains viennent de certifier l'éradication du paludisme en Chine. Malheureusement, cette maladie continue de faire des ravages ici en Afrique. Ibrahima Kane et Moudou Diop ont rencontré le professeur Daouda Ndiaye. Sur ces images, le professeur Daouda Ndiaye en terre chinoise pour une mission historique. Mandaté par l'OMS, l'expert sénégalais et 2 de ses homologues africains avaient la lourde tâche de certifier l'éradication du paludisme en Chine. Une mission couronnée de succès. Nous avons évalué la Chine du niveau central, donc de la ville vers la périphérie, avec des hôpitaux au dispensaire au niveau des villages, mais également que ce soit la médecine traditionnelle ou la médecine moderne, tout a été vérifié. La recherche, les systèmes privés, même l'environnement a été évalué et c'est sur ce que nous avons dit que la Chine a éliminé et nous l'avons noté, nous l'avons écrit et envoyé à l'OMS. Après vérification, l'OMS a adopté notre décision et sur ce que l'OMS quand même a eu à reconnaître que le travail que j'avais accompli avec d'autres experts, réévalué par d'autres experts indépendants, on prouvait qu'il n'y avait aucun point sur lequel on pouvait revenir. Aujourd'hui, le paludisme est éradiqué en Chine, mais la maladie continue de faire des ravages dans le monde, particulièrement au sud du Sahara. Pour le professeur Daouda Ndiaye, une élimination définitive de la maladie s'impose, mais pour y arriver, il faut mettre l'accent. La première chose sur laquelle on doit investir et travailler, c'est d'abord la disponibilité des moyens financiers. La mise en œuvre des stratégies édictées telles que préconisées par les experts africains. Parce que très souvent, les stratégies peuvent être proposées, mais les stratégies ne sont pas déroulées pour une seule et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de moyens, surtout les moyens financiers. Nous connaissons les moyens, nous avons les stratégies et nous pouvons même prévoir à quelle date nous pouvons éliminer le paludisme si les moyens s'ouvrent et si les décideurs politiques suivent et accompagnent en mettant en place des politiques sérieuses, adéquates, pour que le travail que nous sommes en train de faire en Afrique puisse aboutir comme c'est le cas en Chine. L'Afrique de l'Ouest, une région où le paludisme paie le plus lourd tribut, aujourd'hui, il est important que l'expertise africaine soit mise en application au niveau africain dans l'optique d'éradiquer la maladie, à l'instar de la Chine. Ibrahima Kane, le Centre national de transfusion sanguine a pu collecter 115 poches de sang grâce à l'association Fans Fashion Youssou N'Dour, une initiative pour sauver des vies et un geste bien accueilli par le CNTS. Dr Fallou Thioune, médecin collecteur au CNTS, est interrogé par Ibrahima Kane et Alioune Diagne. Plaisir en fait d'avoir assisté à cette journée donc de don de sang organisée par l'association les Fans Fashion de Youssou N'Dour. Donc ils nous ont permis au moins de collecter environ 115 poches de sang. Donc, comme on le sait, le sang est un produit donc, qui ne se fabrique pas au labo. Donc c'est simplement par don de sang. Donc c'est
une personne, une personne qui le donne à un autre. Donc d'où l'appel qu'on lance à partir de cette journée. Donc d'appeler les autres associations à faire pareil que cette dernière. Donc pour aider la synthèse à avoir du sang, donc pour le redistribuer aux structures hospitalières vu que les besoins sont nombreux. Ouvrons la page sport avec du football. Teungueth FC s'est un peu plus rapproché du titre de champion en Ligue 1 en 10 ans d'existence. Les Rufisquois ont battu ce samedi le Stade de Mbour 2-0 pour compter 9 points d'avance sur son premier poursuivant Génération Foot à 2 journées de la fin du championnat. Teungueth FC pourrait même être titré ce dimanche si les pensionnaires de l'Académie d'Eni Biram Ndao sont battus par l'AS Douane lors de cette 24e journée. Et toujours ce samedi, Djambar à domicile a pris le meilleur sur l'AS Pikine, 4-0. Les meilleurs athlètes locaux ont rivalisé aux championnats nationaux 2021. De jeunes promesses ont confirmé leur talent ou signé leur record personnel. Toutefois, ils attendent plus de soutien de la part de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Reportage Cheikh Sadibou Diarra, Amadouba. Belle performance, confirmation, record personnel ont rythmé les championnats nationaux d'athlétisme 2021. Au cours de la compétition qui a réuni plus de 100 clubs, des jeunes athlètes ont décroché la médaille d'or dans de différentes disciplines. C'est la première fois. C'est mon premier titre de champion après plusieurs années sur la 3e marche du podium. Je voulais faire une meilleure performance. Néanmoins, j'ai réalisé mon record. Je me suis bien préparé cette année pour pouvoir remporter la médaille d'or. Après celle en cadet et en junior, voici celle chez les seniors. Grandiose de remporter encore une fois le titre. Je suis une championne du Sénégal dans toutes les catégories désormais. Des athlètes qui ne manquent pas de réclamer plus de considération et de soutien, comme Henri Bandiaki, vainqueur du 100 mètres hommes en 10 secondes 35 centièmes, son record personnel. Je viens d'être titré pour la 3e fois. Nous manquons vraiment de soutien. À part les coachs, personne ne t'aide. L'instance fédérale doit appuyer beaucoup plus les athlètes. Nous ne recevons pas de primes ou très difficilement. Le dernier exemple en date, notre voyage au Nigeria, nous attendons jusqu'à présent. Les athlètes sont en difficulté. Des difficultés qui toutefois n'empêchent pas la Fédération sénégalaise d'athlétisme de tirer un bilan satisfaisant. Aujourd'hui, on se réjouit d'abord de l'organisation parfaite sur le plan technique, mais aussi de l'organisation de l'accueil, l'hébergement, la restauration aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont répondu présent. Quand vous voyez la tribune, donc l'athlétisme est en train de renouer avec le public et ça, c'est une très bonne chose pour une discipline. Nous avons un budget très conséquent parce que rien qu'en organisant ces championnats, on n'est pas à moins de 12 millions. Donc on est vers les 12 800 presque 13 millions pour cette compétition. Donc je pense que c'est l'occasion de lancer un appel aux autorités étatiques, de lancer un appel au ministère des Sports, de lancer un appel à toutes les bonnes volontés ainsi qu'aux sponsors de venir nous soutenir davantage. La relance de l'athlétisme sénégalais est maintenant effective avec la massification de plus en plus remarquable de la petite catégorie. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM pour la suite des programmes. Je vous retrouve demain après la finale de l'Euro 2020. Très bonne soirée à tous. Au revoir.